Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la pensée succès, un livre qui ne laisse personne indifférent, La règle du D6 de Grant Cardone. Ah oui, celui-là. On a devant nous une pile d'extraits, de notes, et notre mission, c'est de décortiquer un peu cette philosophie. Une philosophie un peu folle, on peut le dire. Carrément. L'idée de base, elle est simple et assez brutale. Et si la clé du succès, c'était pas de travailler plus intelligemment, mais de fixer des objectifs 10 fois plus ambitieux? Et de fournir 10 fois plus d'efforts, c'est ça le package complet. C'est exactement ça. C'est une question qui bouscule, c'est certain. Et ce qui est intéressant d'emblée, c'est que la source présente cette règle non pas comme un don, un talent réservé à une élite, Non, mais comme une discipline, une sorte de muscle que tout le monde pourrait entraîner en fait. d'accord. L'auteur affirme que les gens qui réussissent de manière spectaculaire appliquent ce principe, qu'ils en soient conscients ou pas, pour façonner la vie qu'ils veulent. Ce n'est pas de la magie, c'est des maths. 10 fois les objectifs, 10 fois les actions. D'accord. Alors déballons ça. Le concept de base semble presque trop simple, hein. Pensez 10 fois plus grand, agissez 10 fois plus fort. Mais le premier pilier, les pensées 10x, ça me semble déjà être un obstacle énorme. Ah oui. C'est pas si simple de se dire, bon, à partir de demain, je vois les choses en 10 fois plus grand. Non, et l'auteur est le premier à le dire. Il confie que sa plus grande erreur personnelle, ça n'a pas été le manque de travail, Mhm. mais le fait de s'être fixé des objectifs trop petits au départ. Il explique que c'est un conditionnement. La société, l'éducation, l'entourage. On est formaté, quoi. Voilà. Tout nous pousse à être réalistes, à pas viser trop haut pour ne pas être déçu. Le premier combat de la règle du 10X est donc interne. Il s'agit de déprogrammer cette pensée moyenne. D'accord. S'autoriser à voir les choses à une échelle que les autres qualifieraient de délirante. C'est donc d'abord une permission qu'on se donne à soi-même. Et le deuxième pilier, ce sont les actions 10x. Là, on parle plus de l'ambition, mais du moteur. Oui, Le postulat, c'est qu'on sous-estime systématiquement l'effort nécessaire pour accomplir quoi que ce soit. systématiquement. Et c'est le cœur du problème selon la source. On pense qu'une bonne idée suffit, mais on oublie de budgétiser l'énergie, le temps, l'argent et surtout la résistance qu'on va rencontrer. Ah oui, la résistance. C'est la raison principale de l'échec. Pas la mauvaise idée, mais le mauvais calcul de l'effort. On se décourage et on abandonne en blâmant l'objectif, alors que le vrai coupable, c'est notre estimation de l'action requise. L'anecdote personnelle qu'il donne est frappante. Au lancement de sa première entreprise, son calcul raisonnable, c'était qu'il lui faudrait 3 mois pour retrouver son ancien salaire. 3 mois. C'est ce qu'il a dit à tout le monde, c'est ce qu'il s'est dit à lui-même. En réalité, il lui a fallu près de 3 ans. C'est énorme. C'est 12 fois plus de temps. Et imagine l'impact psychologique. Au bout de 4, 5, 6 mois, sans cette philosophie 10X, n'importe qui aurait conclu «Mon projet ne marche pas, j'ai échoué, j'arrête». C'est clair. C'est cette prise de conscience qui a forgé la règle. Il a compris que le problème, c'était pas son entreprise, mais son estimation ridicule de l'effort. Du coup, ça change tout. Et la conséquence, c'est une règle d'or absolue, dans le livre. Ne jamais, jamais revoir ses objectifs à la baisse. Toujours, toujours augmenter son niveau d'action. C'est un changement de paradigme complet. Complètement. La question n'est jamais est-ce que mon objectif est trop haut, mais toujours est-ce que mes actions sont assez massives. D'accord, donc il faut agir massivement. Mais comment on sait si on le fait vraiment? C'est facile de se dire je travaille dur, mais l'auteur propose une sorte de test de réalité avec 4 niveaux d'action. Oui, Et c'est là que ça devient vraiment inconfortable. très inconfortable, oui. Le premier niveau, il est simple. Ne rien faire. C'est l'inaction. Mais il souligne un paradoxe. Ça demande de l'énergie de ne rien faire. Comment ça? Et il faut se justifier, trouver des excuses, gérer l'ennui, le regret. C'est un travail à plein temps, en fait. Ah oui, vu comme ça. Le deuxième niveau est encore plus étrange. Battre en retraite. C'est une action, mais une action négative. C'est ça. C'est la personne qui a eu une mauvaise expérience en amour et qui décide de ne plus jamais s'engager. C'est agir pour éviter la vie, en quelque sorte. Exactement. Puis vient le troisième niveau. Et c'est là que ça pique. Ah, C'est prendre des mesures normales. C'est le niveau où opère, selon lui, la grande majorité de la population. ok. Faire juste ce qu'il faut, être dans la moyenne, suivre le troupeau. C'est socialement accepté et même encouragé. Et pourtant, il affirme que c'est le niveau le plus dangereux de tous. Attends, c'est ça le point le plus déstabilisant. Le niveau le plus dangereux, ce n'est pas l'inaction, mais c'est le fait d'être normal. Précisément.
Ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend. On nous dit d'être raisonnable, de ne pas faire de vagues. Et c'est précisément ça, le piège. Son argument, c'est que la vie, elle, n'est jamais normale ou moyenne. Hmm, Il y aura forcément des crises économiques, des problèmes de santé, des accidents, des imprévus. Si on a construit une vie moyenne, avec des actions normales, on n'a aucune marge de manœuvre. aucune. Le moindre coup dur nous fait basculer dans le négatif. La moyenne, c'est une illusion de sécurité qui nous rend extrêmement vulnérables. Donc le quatrième niveau, prendre des mesures massives, le fameux niveau 10X, ce n'est pas juste pour devenir riche et célèbre, c'est avant tout une stratégie de survie C'est exactement ça. pour créer un tel élan, un tel succès, qu'on est à l'abri des turbulences inévitables de la vie. Il le voit comme une nécessité éthique. Et il donne un signe révélateur pour savoir si on est bien à ce niveau, l'apparition de nouveaux problèmes. De nouveaux problèmes? Oui, si on se plaint toujours des mêmes soucis, pas assez de clients, pas assez d'argent, c'est qu'on n'agit pas assez. L'action massive, elle, génère de nouveaux défis, de meilleurs problèmes. Comme quoi, par exemple? Par exemple, le problème devient comment je gère cette croissance soudaine ou comment satisfaire tous ces nouveaux clients. Un autre signe, c'est de commencer à recevoir des critiques. Ah! Des critiques de ceux qui opèrent au niveau inférieur, qui trouvent que ce qu'on fait est trop, déraisonnable, agressif. J'entends bien, mais cette idée d'action massive, ça sonne aussi comme la recette parfaite pour un burn-out en 6 mois. On ne peut pas être à 1000% tout le temps. C'est une excellente question. Est-ce que la source aborde cette question de durabilité? Et la réponse de la source, ce n'est pas de ralentir, mais de changer de carburant. Il ne s'agit pas juste d'être occupé. Pour maintenir ce niveau d'intensité, il faut une transformation mentale profonde. Et c'est là qu'on entre dans l'état d'esprit d'Isix. D'accord, allons-y. Le premier pilier de cet état d'esprit, c'est la responsabilité totale. Ça a l'air simple, mais Il le pousse très très loin. à l'extrême. L'idée est de se considérer comme la cause de tout ce qui nous arrive, en bien comme en mal. Tout. Tout. Fini la mentalité de victime, fini les excuses. Si l'économie est mauvaise, c'est notre responsabilité de nous y être préparés. Si un client annule, c'est notre responsabilité de ne pas en avoir eu 10 autres en attente. L'exemple qu'il donne avec la panne de courant est incroyable. Il dit que si l'électricité est coupée dans son quartier, il ne blâme pas la compagnie d'électricité. Il se tient pour responsable. Oui, Attends, c'est une tournure d'esprit intéressante, mais poussée à ce point, c'est pas une façon de se culpabiliser pour des choses qui sont objectivement hors de notre contrôle, non? Où est la limite? c'est là que la nuance est importante. Le but n'est pas la culpabilité, c'est l'action. C'est un outil pragmatique. D'accord. En se blâmant pour la panne, il ne se flagelle pas. Il se demande « qu'est-ce que j'aurais pu faire ?» Et la réponse c'est « j'aurais pu acheter un générateur de secours ». Ah, ok. En se considérant comme la cause, il passe d'une position de victime impuissante à une position d'acteur. Il ne peut pas contrôler le réseau électrique, mais il peut contrôler sa préparation. C'est un changement de focus radical, de ce qu'on subit à ce qu'on peut faire. Voilà. Vu comme ça, c'est moins une question de culpabilité que de pouvoir. D'accord. Le deuxième concept de cet état d'esprit, c'est dominer, pas rivaliser. Ça sonne un peu martial? Le mot est fort, c'est vrai, mais l'idée derrière, elle est stratégique. Il dit que le plus grand problème pour n'importe qui ou n'importe quelle entreprise, ce n'est pas la concurrence, C'est quoi alors? c'est l'anonymat. Le fait que les gens ne sachent même pas que vous existez. D'accord. Se contenter de rivaliser, c'est essayer de grappiller des parts d'un gâteau qui existe déjà. Dominer, c'est faire un gâteau tellement différent que les autres n'ont plus l'air appétissants. Et pour contrer l'anonymat, il faut des actions massives et visibles. Son expérience avec les réseaux sociaux est parlante. Il est passé de quelques publications par jour, comme tout le monde, à Des dizaines. des dizaines. Pour ses emails, il est passé d'une newsletter mensuelle à plusieurs envois par semaine. On imagine la réaction des utilisateurs: tu as arrêté de spammer mon fil d'actualité. Bien sûr. Mais visiblement, le message, c'est que si personne ne se plaint que vous êtes trop visible, c'est que vous êtes invisible. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est l'impact psychologique. Il ne s'agit pas d'écraser les autres, mais de redéfinir le marché à tel point que la concurrence devient hors sujet. Mhm. Pense à comment Apple a dominé le marché des smartphones, pas en faisant un meilleur BlackBerry, mais en créant une catégorie entièrement nouvelle. C'est ça l'esprit d'Isix, appliqué à la stratégie. Occuper l'espace mental. Le but est d'occuper tellement l'espace mental de ta cible que lorsque les gens pensent à ton domaine, ils pensent à toi en premier. Ce qui nous amène au troisième concept, et peut-être le plus provocateur,
L'obsession est un don. C'est l'exact opposé de ce que notre culture nous dit. Ah oui? L'obsession est vue comme une maladie, un truc dont il faut se méfier. Il la retourne complètement. Pour lui, l'obsession, ce n'est pas le problème, c'est la solution. C'est le carburant nécessaire pour maintenir un niveau d'action massive sur la durée. D'accord. Il affirme qu'aucun grand accomplissement dans l'histoire de l'humanité n'a été réalisé par quelqu'un de raisonnable. Tous ont été le fruit d'une obsession. Il prend l'exemple des enfants, et c'est vrai que c'est une bonne image. Un jeune enfant qui veut un jouet. Il est obsédé, Il est monotache. complètement. Il est focalisé, il ne pense qu'à ça, il ne lâche rien. C'est plus tard que la société et l'éducation leur apprennent à réprimer cet élan, à canaliser leurs désirs dans des proportions acceptables. Il nous invite à retrouver cette force primaire. Précisément, l'idée, c'est que si ton objectif est juste de doubler tes revenus, ce n'est pas assez excitant pour devenir une obsession. Pas assez motivant. Mais si ton objectif est de les multiplier par 10, de changer radicalement ta vie et celle de ta famille, de créer un impact, alors là, cet objectif est assez grand pour justifier et alimenter une obsession positive. C'est ce qui te fait te lever tôt et te coucher tard. Et penser à ta mission en permanence, oui. Là encore, je vois le potentiel, mais il y a une ligne très fine entre une obsession productive qui mène à la grandeur et une obsession qui détruit la santé, les relations, ou qui isole. Bien sûr. Est-ce que la source adresse ce risque? Est-ce une philosophie du succès à tout prix? Il l'adresse, mais de manière très directe. Sa position, c'est que le manque de succès est bien plus destructeur pour la santé et les relations que l'excès d'ambition. Ah, c'est une autre façon de voir les choses. Le stress financier, le sentiment de ne pas réaliser son potentiel, le regret, pour lui, ce sont les vrais poisons. Il soutient qu'un succès massif, même s'il demande une période d'obsession intense, crée au final plus de liberté, plus de ressources et plus de stabilité. Pour soi et pour ses proches? C'est une vision du monde où le plus grand risque, ce n'est pas d'en faire trop, mais de ne pas en faire assez. C'est une perspective radicale. Donc si on résume, l'idée centrale de la règle du 10x, c'est pas juste une technique de productivité, c'est une refonte complète de notre rapport au succès. Totalement. Le succès n'est plus vu comme une possibilité, mais comme un devoir. Une obligation qui exige de penser et d'agir à une échelle que 99% des gens jugeraient déraisonnable. Exactement. Et la source insiste sur le fait que ça s'applique à tout. Perdre 5 kilos ou en perdre 20, ce ne sont pas les mêmes actions. C'est sûr. Apprendre quelques phrases dans une langue ou la parler couramment, avoir une relation correcte ou une relation exceptionnelle, le principe est universel. C'est une invitation à se demander dans quel domaine de ma vie est-ce que j'ai accepté la moyenne comme une fatalité. C'est ça. Et c'est un rejet total de l'idée que le succès est une ressource rare, un jeu à somme nulle, Oui, où la réussite de l'un implique l'échec de l'autre. oui. La source soutient que le succès est créé. Il est fabriqué par ceux qui osent voir grand et qui agissent massivement. Et leur succès ne prend rien à personne. Au contraire. Il peut en inspirer d'autres. Absolument. D'ailleurs, la source précise que l'auteur écrit ses propres objectifs chaque matin en se levant et chaque soir avant de se coucher, Tous les jours. tous les jours. Ce n'est pas un exercice annuel fait le 1er janvier. C'est une discipline quotidienne pour garder cette obsession, cette clarté, constamment au premier plan. Et ça nous amène à une dernière réflexion peut-être. Mhm. Au-delà d'adhérer ou non à cette philosophie, qui est, avouons-le, extrême, la question qu'elle nous force à nous poser est assez puissante. Qu'est-ce que ce serait? Mais à quoi ressemblerait un objectif personnel vraiment important si, dès maintenant, on arrêtait d'être réaliste et on le multipliait par 10? Rien que l'exercice mental est vertigineux.